La note secrète de Franck Biya, la guerre des services a commencé. Imaginez. Nous sommes en février 2026. Dans les couloirs feutrés du palais d'Etoudi, là où les mots pèsent des tonnes et où un simple paraphe peut décider du destin d'un homme, une note circule. Discrète. Précise. Chirurgicale. Cette note n'a pas été rédigée par un ministre. Pas par un général. Pas par un baron du régime vieilli dans les arcanes du pouvoir. Elle porte le nom d'un seul homme, Franck Biya. Et dans cette note, le fils du président de la République réclame noir sur blanc la tête du patron des renseignements extérieurs camerounais. Et propose déjà son successeur. Par son nom. Par son grade. Par son profil. Ce document, c'est Jeune Afrique qui le révèle en exclusivité le 28 mai 2026. Et ce qu'il contient dépasse tout ce qu'on avait imaginé jusqu'ici sur la bataille souterraine qui se joue au sommet de l'État camerounais. Parce que cette note, ce n'est pas la correspondance d'un fils à son père. C'est un acte politique. Un acte de guerre. Restez avec nous. Ce que vous allez entendre va changer votre façon de comprendre ce qui se passe vraiment à Yaoundé. Partie 1, contexte et fait. Le Cameroun silencieux dans lequel tout le monde parle. Pour comprendre la portée de cette révélation, il faut d'abord comprendre le Cameroun politique d'aujourd'hui. Pas celui des discours officiels. Pas celui des communiqués du ministère de la Communication. Le vrai. Celui des notes confidentielles, des réunions nocturnes et des alliances qui se nouent et se dénouent dans l'ombre. Paul Biya a 92 ans. Il est au pouvoir depuis 1982. 43 ans de règne. Un record en Afrique subsaharienne. Et depuis plusieurs années, une question hante toute la classe politique camerounaise, toute la diaspora, tous les observateurs du continent, qui après Biya. Pendant longtemps, cette question était taboue. On ne la posait pas à voix haute. On la murmurait dans les salons, on la codait dans les analyses diplomatiques, on la lisait entre les lignes des mouvements de personnel dans les services de l'État. Mais on ne la posait pas. Mais ce n'est pas tout. Depuis quelques années, une figure s'est progressivement imposée dans ce débat, Franck Biya, le fils aîné du chef de l'État. Un homme longtemps présenté comme discret, peu impliqué, préférant les mondanités aux stratégies politiques. Un homme dont l'entourage prenait soin de le décrire comme étranger aux ambitions de pouvoir. Ce temps-là est visiblement révolu. Jeune Afrique, le magazine panafricain de référence, publie le 28 mai 2026 une enquête que l'on peut qualifier, sans exagération, d'historique. Pour la première fois, une note interne, une preuve tangible vient confirmer ce que beaucoup suspectaient sans pouvoir le démontrer, Franck Biya est entré dans la guerre de succession. Et il l'a fait par la grande porte, celle des services de renseignement. Mais pourquoi la DGRE? Pourquoi les renseignements extérieurs? Pour répondre à cette question, il faut comprendre ce qu'est la Direction générale de la recherche extérieure dans l'architecture sécuritaire camerounaise. La DGRE, c'est l'œil de l'État. Pas seulement à l'étranger, comme son nom l'indique, mais aussi, en pratique, un outil de surveillance et d'analyse politique de première importance. Ces rapports remontent directement à la présidence de la République. Ces informations alimentent les décisions du chef de l'État. Qui contrôle les informations qui arrivent à Paul Biya, contrôle en partie ce que Paul Biya pense, ce qu'il décide, ce qu'il sait et surtout ce qu'il ignore. Ce mécanisme-là, Franck Biya l'a visiblement compris. Et il a décidé d'agir. Partie 2, le conflit. 3 hommes, un trône, et une note qui change tout. Pour saisir l'ampleur du conflit que révèle cette note secrète, il faut identifier les protagonistes. Il y en a 3 principaux. 3 hommes au centre d'une guerre souterraine qui déchire silencieusement le sommet de l'État camerounais. Premier homme, Franck Biya. Le fils du président. Discret pendant des décennies, mais désormais identifié comme prétendant sérieux à une vice-présidence qui pourrait être créée pour faciliter la transition. Selon plusieurs analyses convergentes et Jeune Afrique en fait partie, Franck Biya a commencé à construire ses propres réseaux, ses propres loyautés, ses propres relais au sein de l'appareil d'État. Deuxième homme, Ferdinand Ngo. Le secrétaire général de la présidence de la République. L'homme le plus puissant du Cameroun après Paul Biya lui-même, peut-être même plus puissant dans les faits, car c'est lui qui gère le flux d'informations qui arrive au chef de l'État. Depuis des années, Ngo est décrit comme le véritable centre nerveux du pouvoir à Etoudi. Un homme qui filtre, qui sélectionne, qui décide de ce que le président sait et de ce qu'il ne sait pas. Troisième homme,
Jean-Pierre Robin Goumeau. Le directeur de la DGRE, nommé à ce poste fin 2023. Un homme de l'ombre, peu médiatisé, mais dont l'importance stratégique est considérable. Et dont la position, selon Jeune Afrique, est au cœur du conflit. Voici ce que révèle le magazine, les rapports de Goumeau ne remontent pas directement à Paul Biya. Ils passent par Ngo Ngo. Le patron des renseignements extérieurs camerounais rend compte non pas au chef de l'État, mais au secrétaire général de la présidence. Ce qui signifie, dans les faits, que Ngo Ngo est le vrai destinataire des informations sensibles produites par la DGRE. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie. Un chef d'État de 92 ans. Des renseignements qui lui parviennent filtrés par son secrétaire général. Un secrétaire général qui a ses propres intérêts dans la succession. Et un fils du président qui commence à comprendre que les informations qui circulent sur lui dans les cercles du pouvoir, et parfois au-delà, ne peuvent avoir comme source que ces mêmes services de renseignement. Mais attendez. Ce n'est pas tout. Car ce que Jeune Afrique révèle va encore plus loin. Franck Biya ne se contente pas de dénoncer un problème institutionnel. Il accuse. Il soupçonne. Et ces soupçons touchent à quelque chose de profondément personnel. Selon le magazine, Franck Biya dénonce des fuites répétées d'informations le concernant dans les médias et les réseaux sociaux de la diaspora, y compris celles concernant sa vie privée. Sa vie privée. Sa famille. Ses déplacements. Ses relations personnelles. Des informations que seuls des services de renseignement peuvent produire. Des informations qui, selon lui, seraient délibérément diffusées pour le fragiliser. Pour ternir son image. Pour nuire à ses ambitions de succession. En clair, Franck Biya accuse l'appareil sécuritaire camerounais, placé sous influence de Ngo Ngo, de lui faire la guerre dans l'ombre. Une guerre propre. Silencieuse. Mais destructrice. Et sa réponse à cette guerre? Une note. Adressée directement à son père. Dans laquelle il demande la tête de l'homme qui, selon lui, est l'instrument de cette guerre. La bataille pour la succession camerounaise vient de changer de nature. Elle n'est plus seulement politique. Elle est désormais sécuritaire. Partie 3, révélation et décryptage. Ce que la note dit vraiment et ce qu'elle ne dit pas. Revenons à la note elle-même. Parce que dans les détails de ce document, se cache une stratégie d'une précision remarquable. Franck Biya ne demande pas simplement à son père de revoir la situation à la DGRE. Il ne suggère pas vaguement une réorganisation des services. Non. Il fait quelque chose de beaucoup plus calculé, il propose un nom. Ce nom, c'est celui du colonel de gendarmerie à la retraite Joël-Émile Bankoui, ancien patron de la sécurité militaire, connu sous le nom de Semil. Ce choix n'est pas anodin. Il est même, à bien y réfléchir, très révélateur. Pourquoi un ancien patron de la Semil? Parce que la sécurité militaire et la DGRE sont deux sphères qui se connaissent, qui se côtoient, mais qui ont des cultures et des loyautés distinctes. En proposant Bankoui, Franck Biya ne choisit pas un inconnu. Il choisit un professionnel du renseignement sécuritaire dont les allégeances, selon Jeune Afrique, ne penchent ni du côté de Ngo Ngo, ni du côté de Chantal Biya, l'épouse du président. Cette précision est capitale. Elle signifie que dans la cartographie des loyautés au sommet de l'État camerounais, Franck Biya est en train de construire son propre camp. Un camp distinct de celui de sa mère. Un camp distinct de celui du tout-puissant secrétaire général. Un camp à lui. Mais ce n'est pas tout. La mention de Chantal Biya dans cette équation mérite qu'on s'y arrête. Car si Jeune Afrique précise que les loyautés de Bankoui ne sont pas du côté de Ngo Ngo ni de Chantal Biya, cela suggère quelque chose que beaucoup pressentaient sans oser le formuler, au sommet de l'État camerounais, Franck Biya et sa mère ne jouent pas nécessairement dans la même équipe. La première dame du Cameroun a, selon plusieurs analyses, ses propres réseaux, ses propres protégés, ses propres ambitions pour la succession. Elle n'est pas une actrice passive dans ce jeu de pouvoir. Et le fait que le candidat proposé par Franck Biya soit explicitement décrit comme extérieur à sa sphère d'influence suggère que les relations entre la mère et le fils sont, au minimum, complexes. Une famille. Deux stratégies. Et un père de 92 ans entre les deux. Maintenant, posons la question que tout le monde se pose mais que personne n'ose formuler clairement, Paul Biya a-t-il répondu à cette note? Jeune Afrique ne le dit pas. Et ce silence est lui-même un élément d'analyse. Car dans la logique du pouvoir camerounais, l'absence de réponse officielle n'est jamais un hasard.
Elle peut signifier plusieurs choses, que le chef de l'État étudie la demande, qu'il la met en attente, ou qu'il a délibérément choisi de ne pas bouger, peut-être pour ne pas déséquilibrer un appareil sécuritaire dont il a lui-même validé la structure. Mais l'absence de réaction peut aussi signifier autre chose, plus subtile, que Paul Biya est conscient de la demande, qu'il a délibérément laissé Franck envoyer cette note, et qu'il attend de voir comment les autres acteurs vont réagir. Une technique de pouvoir classique chez les vieux renards de la politique africaine, laisser les pièces bouger sur l'échiquier pour voir qui fait quoi. Dans tous les cas, une chose est certaine, cette note existe. Elle a été envoyée. Et elle a été publiée par Jeune Afrique. Ce qui signifie que quelqu'un, dans les cercles très fermés qui connaissaient son existence, a choisi de la rendre publique. Et cette décision de fuiter l'information est elle-même un acte politique. Qui a intérêt à ce que l'on sache que Franck Biya a écrit cette note? Ceux qui veulent montrer qu'il est actif, ambitieux, capable de jouer dans la cour des grands? Ou ceux qui veulent le présenter comme un fils impatient, qui bouscule l'ordre établi et déstabilise l'appareil sécuritaire de son propre père? Les deux lectures sont possibles. Et dans la politique camerounaise, les deux lectures coexistent toujours. Partie 4, analyse satirique approfondie. Bienvenue au Cameroun, où même les renseignements se perdent en route. Permettez-moi maintenant de sortir un instant du registre purement analytique pour vous parler de cette affaire avec le regard particulier que mérite la politique camerounaise. Parce qu'il y a dans cette histoire quelque chose d'à la fois fascinant et profondément révélateur du fonctionnement d'un État africain post-colonial en fin de cycle. Réfléchissons un instant à ce que cette affaire nous dit, dans sa banalité apparente. Le directeur des renseignements extérieurs d'un pays souverain ne rend pas compte directement au chef de l'État. Il rend compte au secrétaire général de la présidence. Ce secrétaire général décide ensuite de ce qui remonte au président et de ce qui ne remonte pas. Et le président, qui a 92 ans, qui gouverne depuis 1982, et qui a survécu à des dizaines de tentatives de déstabilisation, accepte ce système. Au Cameroun, on a un proverbe qui dit que le vieux crocodile connaît tous les coins du marigot. Mais on oublie souvent d'ajouter, même quand on lui bouche les yeux, il continue de faire semblant de nager. Faut-il vraiment croire que Paul Biya ignore que les informations de la DGR lui parviennent filtrées? Faut-il vraiment croire que cet homme, qui a neutralisé Bello Bouba Maïgari, survécu à la rébellion anglophone, tenu en échec toute une génération d'opposants, n'a pas compris que Ngo contrôle le flux d'informations qui lui arrive? Bien sûr que non. Ce système ne s'est pas construit par accident. Il s'est construit par choix. Par un choix stratégique, délibéré, d'un homme qui sait parfaitement que dans les systèmes africains de pouvoir, l'information est une arme. Et les armes, on les confie à ceux dont on a besoin, pas à ceux dont on se méfie. Et c'est là qu'arrive Franck Biya avec sa petite note bien rédigée. Parce que Franck Biya, dans cette histoire, c'est un peu le nouveau locataire d'un appartement qui découvre que le propriétaire précédent a gardé un double des clés. Il veut changer la serrure. C'est légitime. Mais le problème, c'est que l'appartement appartient encore officiellement à son père. Et son père n'a pas encore décidé de lui donner les clés. Pas toutes, en tout cas. Mais il y a plus profond encore. Cette affaire nous révèle quelque chose d'essentiel sur la nature du pouvoir en Afrique centrale, le pouvoir ne se transmet pas. Il se conquiert. Même à l'intérieur d'une famille. Même entre un père et son fils. Dans les systèmes patrimoniaux, l'héritier présomptif n'est pas automatiquement l'héritier effectif. Il doit démontrer qu'il est capable de contrôler les leviers. Et les leviers les plus importants, ce sont toujours les services de renseignement. Regardez l'histoire africaine récente. Au Togo, Faure Gnassingbé a dû sécuriser l'armée avant de pouvoir succéder à son père. Au Gabon, avant le coup d'État, Ali Bongo avait fait de même. Dans la plupart des transitions dynastiques africaines, c'est le contrôle des services sécuritaires qui scelle la réalité du pouvoir. Franck Biya le sait. Et sa note le prouve. Mais voilà où la satire camerounaise reprend ses droits. Parce qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement comique et d'intrinsèquement tragique dans le fait qu'un homme qui veut devenir le prochain homme fort du Cameroun soit obligé d'écrire une note officielle à son propre père pour lui demander de changer le patron des renseignements. Comme un lycéen qui demande à son père la permission de sortir le week-end. Dans d'autres pays, les successeurs se positionnent. Ils tiennent des meetings. Ils construisent des coalitions. Ils parlent au peuple. Ils publient des programmes. Au Cameroun, on écrit des notes confidentielles à Etoudi. Et on attend. Et pendant qu'on attend,
les informations sur votre vie privée circulent sur WhatsApp dans la diaspora. Vos déplacements sont commentés sur des chaînes YouTube. Vos relations personnelles deviennent des sujets de discussion dans des cercles que vous n'avez jamais fréquentés. C'est ça, le vrai visage de la guerre de succession camerounaise. Pas des batailles rangées. Pas des confrontations publiques. Mais une guerre de l'information. Silencieuse. Quotidienne. Impitoyable. Et dans cette guerre, chaque note, chaque fuite, chaque révélation de Jeune Afrique est une munition. Parlons maintenant de la diaspora, parce qu'elle joue un rôle non négligeable dans cette histoire. Les fuites dont parle Franck Biya, ces informations sur sa vie privée diffusées dans les médias et les réseaux sociaux de la diaspora, pointent vers un phénomène bien réel et bien connu de quiconque suit la politique camerounaise depuis l'étranger. La diaspora camerounaise est, depuis des années, l'un des principaux terrains de la guerre d'information politique au Cameroun. Des chaînes YouTube au groupe WhatsApp, des pages Facebook au compte Twitter anonyme, l'information vraie, fausse, ou savamment mélangée circule à une vitesse et avec une liberté impossible à Yaoundé. Et ces circuits de diffusion sont alimentés, selon toute vraisemblance, par des acteurs qui ont des intérêts bien définis dans le jeu politique camerounais. Si Franck Biya accuse des fuites organisées en lien avec les services de renseignement, c'est qu'il a des raisons de le croire. Des éléments sur sa vie intime ou familiale qui ne peuvent être connus que de quelqu'un qui a accès à sa surveillance. Des informations trop précises pour être accidentelles. Des révélations trop bien ciblées pour être des coïncidences. Et si ces fuites sont délibérées, si quelqu'un, dans les services, a décidé de les alimenter, alors on ne parle plus d'une simple rivalité bureaucratique entre le fils du président et le secrétaire général. On parle d'une opération de déstabilisation, menée avec les outils de l'État, contre un membre de la famille présidentielle. Voilà quelque chose qu'on ne pensait peut-être pas dire un jour, Franck Biya serait victime d'une opération de renseignement menée par le propre appareil sécuritaire de son père. Si cette hypothèse est exacte et Jeune Afrique la prend suffisamment au sérieux pour la publier, alors le Cameroun est entré dans une phase nouvelle, et particulièrement dangereuse, de sa crise de succession. Parce que quand un appareil d'État commence à se retourner contre la famille de celui qui le dirige, c'est souvent le signe que le centre ne tient plus. Que les loyautés se fragmentent. Que chacun commence à jouer pour lui-même. Et dans ce jeu-là, le perdant n'est jamais celui qu'on croit au départ. Conclusion. La note de Franck Biya, le début d'une nouvelle ère? Alors, où en sommes-nous? Une note secrète. Un fils qui réclame la tête du patron des renseignements. Un secrétaire général accusé de filtrer les informations qui arrivent au chef de l'État. Des fuites organisées qui alimentent les réseaux sociaux de la diaspora. Et derrière tout cela, une guerre de succession qui ne dit pas encore son nom. Ce que révèle Jeune Afrique le 28 mai 2026 n'est pas un simple scoop journalistique. C'est un document historique. La première preuve tangible qu'un acteur nouveau, Franck Biya, est entré de manière active, structurée et stratégique dans la bataille pour le contrôle du Cameroun post-Biya. Mais plusieurs questions restent ouvertes. Et elles sont importantes. Paul Biya va-t-il donner suite à cette note? Va-t-il remplacer Goumo par Bankoui, marquant ainsi une victoire symbolique de son fils sur le clan Ngo? Ou va-t-il ignorer la demande, confirmant ainsi que même son propre fils ne peut pas directement influencer les nominations sécuritaires? Et Ngo, dans tout ça? Que pense-t-il de voir ces méthodes exposées dans Jeune Afrique? Qu'est-il en train de planifier comme réponse? Et surtout, qui a choisi de fuiter cette note à Jeune Afrique? Quelqu'un dans l'entourage de Franck Biya, qui veut montrer qu'il est actif et déterminé. Ou un adversaire qui veut le présenter comme un fils qui déstabilise son propre père? Dans la politique camerounaise, la vérité n'est jamais là où on la cherche en premier. Elle est toujours dans la couche suivante. Ce que nous savons avec certitude, c'est ceci, le Cameroun est entré dans une phase nouvelle. La phase où la succession n'est plus une hypothèse lointaine mais une réalité opérationnelle. Une phase où les acteurs se positionnent, construisent leur réseau, et commencent à se combattre discrètement, mais réellement. Et dans cette phase, les services de renseignement ne sont plus seulement un outil de l'État. Ils sont le terrain de jeu. L'enjeu. Et peut-être bientôt, si rien ne change, le champ de bataille. Le Cameroun est à un carrefour. La note de Franck Biya n'est pas qu'un document administratif. C'est un signal. Clair. Fort. Prémédité. Il dit, je suis là. Je veux peser. Et je ne vais pas attendre.
Mais la vraie question, celle que vous devez vous poser ce soir, n'est pas de savoir si Franck Biya est prêt à diriger le Cameroun. La vraie question est celle-ci. Est-ce que le Cameroun, lui, est prêt pour ce qui vient? Partagez cette vidéo. Donnez votre avis en commentaire. Et abonnez-vous, parce que cette histoire n'en est qu'à son premier chapitre.